Bonjour tout le monde et bienvenue dans Lecture du mois, l'émission où je parle des mangas que j'ai lus durant le mois en cours. Aujourd'hui, on va parler de mes lectures du mois d'août 2018 avec cette grosse pile. On commence avec Vers l'Ouest, tome 6, donc un tome centré, comme vous l'avez vu sur la couverture, sur Zubaji, le cochon de la bande à Son Goku et Sanzo et compagnie. Donc dans Dragon Ball, c'est Oolong, dans Seiyuki, c'est Shoakai, et ce tome, il est pas halal. Honnêtement, il y a, déjà parce qu'on va sur le personnage du cochon, il y a pas mal de combats avec des porcs, parce que bon, ils arrivent dans une ville qui est gérée par des cochons, c'est des cochons guerriers, il y a un putain de combat entre deux cochons, c'est génialissime, franchement, je ne m'attendais pas à kiffer autant ce personnage-là, et au vu de la fin, le tome 7, il va envoyer du giga lourd. On passe à Black Box Edition avec les œuvres de Saburo Ichikawa. On commence avec le dernier tome, le troisième, de Plus haut que le ciel de Saburo Ichikawa. Donc c'est une œuvre, j'en ai déjà parlé, qui est un petit peu comme Rainbow, qui se passe après Hiroshima, Nagasaki. On est à Tokyo avec des enfants de 10-15 ans qui vont survivre dans les bidonvilles. Et le troisième tome, bon, c'est la conclusion. Et ça ressemble quand même pas mal à Rainbow. Et vu que c'est tiré d'un roman, Rainbow a dû s'inspirer un petit peu. Bon, c'est le côté, voilà, vers la fin, ils ont chacun leurs rêves qui se réalisent, ils réalisent leur entreprise, ça marche bien. Voilà, c'est un petit peu le côté, les petits contes de fées, à la fin, ils vivent heureux, ils ont beaucoup d'enfants, voilà. Comme Rainbow, un petit peu moins quand même, hein, ça reste quand même un petit peu sale vers la fin, mais là, il y a quand même un peu plus de, voilà, de liberté au niveau du fait que, bon, bah, ça se finit bien. Les couleurs de Yuki, tome 3, et alors je sais pas quoi dire hein, de ce tome là, il y a des petites révélations qui ont été faites au niveau du sensei de Yuki, il y a un peu de drame, j'avoue, j'ai fait oh, il se passe ça, mais je sais pas, j'ai du mal, je me dis bon, il reste encore un tome, mais je sais pas où ça veut aller en fait, et il reste vraiment qu'un tome, et je me dis oh, je sais pas si c'est juste très mauvais ou si c'est juste ça va être super bien vers la fin, mais là j'avoue que le troisième tome, je me dis ouais, ouais. Bunza Insouciant, tome 2. Et alors là, grosse surprise par rapport aux œuvres de Saburo Chikawa qui avait envoyé Black Box, les 4 premières séries, donc à savoir Fermer plus la journée, Bunza Insouciant, Les couleurs de Yuki et Plus haut que le ciel. Bunza, c'était le truc que j'avais le moins aimé. Et ben là, j'ai bien kiffé ce tome 2. Je sais pas pourquoi, peut-être les délires un petit peu art martial, les défis, mais j'ai beaucoup plus aimé. Et là, je suis là de voir le tome 3. Grateful Dead tome 1, c'est de Masato Issa, le papa de Area 51 et de Jabberwocky. Alors j'aimerais faire un manga chaud dessus, mais c'est pas prévu pour tout de suite. Je pense que j'en ferai un lorsque la série sera finie, parce que la série fait 2 tomes. Donc autant parler de la série une fois que ça sera terminé. Mais c'est moins Sin City-esque que Jabberwocky et Area 51, en même temps, c'est sa première série. On voit un petit peu ses origines, on va dire, au niveau graphique. On sent un petit peu déjà cette inspiration Sin City, mais c'est encore là, très léger par rapport à Jabberwocky et Area 51, où là, c'est vraiment rentré dedans. Mais l'histoire est vraiment cool. Mais j'en parlerai un peu plus en détail dans le manga show qui arrivera au mois de novembre, normalement. Mais c'est vraiment super cool. Pour faire simple, ça se passe à Shanghai, il y a des zombies, il y a une fille qui se bat, et pour ça, elle a besoin de sperme. Voilà, c'est génial. Hat-Trick tome 10, ça y est, on commence enfin à nous faire apparaître les méchants de l'univers. Par rapport au fait que bon, bah, y a ce personnage-là sur la couverture qui apparaît. Et bon, on commence à nous faire petit à petit montrer les autres équipes qui vont participer à la Z Cup. Donc là, c'était l'équipe de. Je sais plus quel point cardinal, désolé, j'ai oublié. Mais ils teasent un petit peu avec leur créature ballon, ils disent ouais, elle est tellement puissante, c'est-à-dire que l'équipe elle est trop puissante. Ça annonce voilà, des défis assez intéressants par la suite. Et c'est pas mal quand même. Hein. Il y avait des tomes où j'étais un peu en scie, mais ouais, là j'ai hâte de voir les Z-Cup et qu'est-ce que ça nous annonce. Jojo Lion tome 10, un tome sans Josuke, on va surtout suivre Yasuo qui va affronter un stand au pouvoir, bah, comme d'habitude, assez surprenant. Mais là, j'avoue que la manière de l'affronter est assez spéciale. Faut pas respirer. C'est chaud. Honnêtement, se battre sans respirer, j'ai essayé, c'est chaud. On passe maintenant à Innocent Rouge, qui est un petit nouveau dans les lectures du mois. Alors en fait, en scred, par rapport aux lectures du mois, je me faisais la collection des Shinichi Sakamoto. Et petit à petit, j'ai complété la collection. Et bon, maintenant, je suis à jour dans tout ce qu'il a fait. J'ai lu Innocent et Innocent Rouge,
qui sont géniales. Franchement, le dessin est ouf. Un jour, je parlerai de Shinichi Sakamoto parce que franchement, il a un coup de crayon d'enculé. Donc, pour faire simple, Innocent Rouge, c'est la suite de Innocent. C'est un manga qui se passe avant la Révolution française. Et là, dans ce tome-là, on commence à s'approcher de la Révolution française. On suit la famille Samson, qui est la famille des exécuteurs des rois. Donc c'est les bourreaux, et on suit là dans cette spin-off en fait, dans cette suite spin-off, c'est plutôt vraiment une suite, c'est pas vraiment un spin-off, hein, c'est vraiment une suite. On suit Marie-Joseph, la sœur du héros de la première partie, et c'est génial. Et là, il y a une réunion de toute la famille Samson, les 5 frères et sœurs, qui sont réunis pour tuer quelqu'un. C'est génial, honnêtement, et alors, lisez ça, franchement, parce que le dessin, il est oufissime. Relive tome 8, donc c'est la saison qui marque la transition entre la saison 1 que j'ai vue il y a 2-3 ans maintenant et les OAV que j'ai pas vu, parce que je voulais vraiment me garder la surprise de lire uniquement le manga Relive qui est génial. Et là, on est vraiment à la moitié de la série parce que j'ai cru comprendre qu'au Japon c'est terminé en 15 ou 16 tomes, on est au tome 8. Ça marque la moitié de l'année scolaire pour Arata, donc forcément la moitié du récit, après ça peut s'accélérer, mais on verra. Et ce tome-là marque vraiment le début de la relation entre Arata et Shizuru qui va vraiment s'accélérer. Là, commence à y avoir des sentiments entre les personnages, mais l'un d'eux ne sait pas qui est l'autre au niveau du Relife. Ça va être génial, honnêtement, ça va être génial. J'ai hâte de lire la suite, c'est vraiment une très bonne série. The Promised Neverland, tome 3. Ce tome était juste génial. Putain, il était trop bien. J'ai surkiffé. Alors, la première moitié était sympa. Mais la deuxième moitié, vers les 2-3 derniers chapitres, il y a eu plein de révélations qui ont été faites. C'est juste ouf. Il y a des plans. Juste le plan du crack. Waouh. Le plan avec la sœur Kron. Waouh. C'était génial. Donc, franchement, c'était génial. J'ai hâte de lire la suite. Honnêtement, j'ai hâte de lire la suite. Et franchement, je suis franchement, je me retiens de pas lire les scans. Et c'est dur, hein, mais c'est trop bien. The Promised Neverland, c'est vraiment super bien. Rikudo, tome 10, et honnêtement, ce tome, il est dingue. Pendant pas mal de temps, je trouvais que Rikudo, c'était en dents de scie. Des fois, c'était trop bien, des fois, c'était un peu moins bien. Ce tome-là, il est super bien. Je peut-être m'avancer en disant que c'est un des meilleurs que j'ai lu de la série pour l'instant. Mais ouais, il doit être dans le top 3 en tout cas, parce que franchement, il est génial. Entre le combat entre l'ex-champion du Japon, dont j'ai oublié le prénom, qui va faire le match au PBF, au moins il y a un plan où il dit ouais, il est aiguisé comme un katana, et son coup, il fait comme un katana, il tranche la page en deux, c'est génial. Il y a les passages avec Riku et sa copine, où tu te rends compte que Riku, il a encore des traumatismes en lui, dus à son enfance. J'ai hâte de voir ça évoluer, et alors surtout avec le Yakuza, qui est sur la couverture, il y a un plan vers la fin, il y a un passage vers la fin du tome, mais c'est génial, j'ai hâte de lire la suite là, honnêtement, des fois je disais, là j'ai vraiment hâte de lire la suite parce que c'est super bien Riku. Ranma 1/2 tome 5, c'est le tome qui marque l'apparition de Ukyo, un des personnages que je kiffais le plus étant gamin. C'est une spécialiste alors des okonomiyaki, c'est des crêpes, des omelettes japonaises typiques. Et je kiffais ce personnage, je kiffais cette technique, je kiffais son look. J'étais même un petit peu amoureux, hein. C'était un de mes personnages féminins préférés quand j'étais gamin. Il y a aussi l'apparition de Mousse à la fin, donc, qui est le chinois qui peut devenir un canard. Non, petit à petit, il y a plein de personnages qui apparaissent et ça devient de plus en plus cool. J'ai vu la couverture du tome 6. Le proviseur arrive. C'est génial. GTO Paradise Lost tome 11, le tome qui marque la fin de la petite histoire avec la fille doubleuse, enfin qui doublait les scènes de cascade d'une autre actrice et qui finit par devenir catcheuse. On va voir un petit peu, on voit vite fait le monde du catch féminin au Japon. Bon, c'est dommage que ça soit pas hyper exploré, c'est vraiment vite bazardé. Pareil, la deuxième histoire qui est dans le tome, elle est direct finie dans le tome, dans ce tome en fait, hein, elle fait à peine un demi-tome, ça va hyper vite, et en même temps ça s'explique peut-être parce que la série a l'air de bientôt se finir, vu qu'à la fin du tome, Onizuka dit qu'il va bientôt expliquer pourquoi il est en prison, donc forcément ça sera la dernière histoire ou l'avant-dernière histoire. Il va raconter l'histoire de comment il est allé en prison, et la dernière histoire ça sera comment il va sortir de la prison et qu'est-ce qu'il va se faire après ça. Voilà, donc je pense que dans quelques tomes, c'est la fin de ce spin-off suite de GTO. Et honnêtement, en faisant une rétrospective dans ma tête, il y a quand même eu des bons et plutôt du bon en fait, hein. Il y a vraiment très peu de mauvaises histoires dans ce spin-off. Franchement, je le conseille aux fans de GTO et c'est bien. Attack on Titan, tome 25.
Pour ceux qui regardent que l'animé, je vais essayer de pas le spoil, mais il y a trop de révélations. C'est génial. C'est oufissime. Il y a des plans, mais c'est dingue. Voilà, je vais essayer de pas trop en dire. Parce que je pense qu'il y a des gens qui regardent que l'animé. Même la couverture, je vous la montre. Ça spoil pas du tout. On voit juste un titan qui se transforme. Voilà. Euh, vous êtes pas prêts. Honnêtement, même moi, j'étais pas prêt en le lisant. C'est génial. Shingeki, l'attaque des titans, c'est trop bien. Franchement, c'est super bien. Seven Deadly Sins, tome 28. Alors, avant de commencer à en parler, j'ai une petite news. J'ai appris récemment que la série finira l'année prochaine au Japon. Donc, on va tabler sur un an et demi, 2 ans. Donc, normalement, en 40 tomes, c'est fini, c'est torché. C'est bientôt la fin de Seven Deadly Sins. Et donc, ce tome-là, ça marque le début du dernier arc de la série. C'est-à-dire, même si on va dire, c'est découpé en 2 parties, c'est vraiment le dernier assaut avant d'affronter les 10 commandements. Même s'il va se passer plein de choses, on va dire qu'il y a ça, qui va se passer dans cet arc-là. Il y a une coupure, et après on rattaque aussitôt, mais c'est vraiment, il se passe peut-être une journée, c'est vraiment, ça s'enchaîne tout de suite. Et il y a une putain de révélation sur Elisabeth. Voilà, c'est le tome de la putain de révélation sur Elisabeth et Meliodas. Et ça fait un petit quelque chose au cœur quand même. Hein. Enfin, quand je lisais les scans, j'ai fait oh. Bon, maintenant tu sais le truc, donc tu le lis, tu fais ouais, bon, ok. Mais c'est quand même bien ficelé parce que quand tu te rends compte, tu relis une fois la deuxième fois la série, tu dis il y a quand même des petites prémices. Et c'est vraiment, c'est bien, Seven Edition, j'aime bien. Shonan 7, tome 9. Et ça castagne, ça castagne, ça castagne, ça castagne. C'est le début du Shonan 7. Hein. Donc les 16 écoles qui participent au tournoi s'affrontent, ça se bastonne, mais c'est vraiment le tome que de la baston. Ça s'arrête quasiment jamais. Baston, 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 baston. Et l'équipe du héros Iki va affronter une école de sportifs, donc à savoir des mecs qui font du judo, de la boxe et compagnie. Et ils en chient quand même un petit peu. Surtout Iki qui affronte un pro de MMA ou un meilleur comme ça. Là, il se rend compte que bon, lui, il est costaud aussi. Là où les autres, ils affrontent un boxeur, un boxeur, il sait se battre avec ses poings. Le reste, une bataille de rue, il sait pas faire parce que une bataille de rue, tu fais ce que tu veux, il n'y a pas de règles. La boxe, c'est des règles et eux, ils connaissent que les règles. Donc ils se font un petit peu avoir à cause de ça. Et ouais, il y a pas mal de bastons. Il y a des équipes où je dis, oh, c'est eux qui gagnent. Ah, c'est surprenant. Je pensais que c'est eux qui seraient pété la gueule. Par exemple, les Tolards. Je pensais que l'école des Tolards, ils iraient très loin. Voilà, j'ai spoilé un petit peu ça, mais franchement, ça dure 3 pages. Hein. C'est vraiment les petits combats qui durent 3-4 pages. C'est pas les plus importants du tome. Hippo, saison 5, tome 17, à savoir le 105e tome japonais. Et ouais, j'ai été surpris. Je m'attendais pas à ça en fait en disant ce tome-là. Je m'attendais pas du tout à ça. Euh, ouais, voilà, je suis très très surpris par rapport au combat qu'il y a eu dans ce tome. Et maintenant, on va voir ce qui va se passer dans le prochain tome. Il reste quoi, 4 tomes pour le combat de Hippo face aux Mexicains. Ou ouais, Argentin, Mexicain, non, il est Mexicain, je crois. Hein. Alfredo González. Ça annonce du giga lourd. Et de toute façon, bon, la saison va se finir sur le combat entre Hippo et Alfredo González. Ça va être 4 tomes, je pense, de folie. Pokémon Diamant et Perle, tome 3. Donc, dans le précédent tome, on avait vu les 3 personnages principaux se séparer pour aller chacun dans un des 3 lacs de Sinnoh. On va surtout suivre Diamant dans ce tome. Et putain, il pue la classe. Ah, sa phase d'entraînement, mais waouh! Ah non, mais quand il fait le tranche-herbe, vitesse du son, j'ai fait oh mon dieu, c'est quoi ce héros shonen là? C'est quoi ça? Non, putain, il a pris des couilles dans ce tome, hein, Diamant. Hein. Il est trop cool. Il pue putain de la classe. Non, je l'ai surkiffé dans ce tome. Et j'ai hâte de voir la suite. Hein. Là, il reste plus que 2 tomes. Je pense que la moitié, on va dire les 3 quarts du prochain tome, ça va être la fin de Diamant et Perle, et qu'on va direct attaquer Platine, parce que déjà dans ce tome-là, il ne reste plus qu'un badge, donc c'est vraiment la fin pour Platine au niveau de sa quête des badges, donc ce qui veut dire aussi la fin de l'histoire, surtout que là on approche vraiment du climax, donc je pense que le prochain tome, c'est quasiment la fin de l'arc Diamant et Perle, et qu'on va attaquer direct après Platine, et c'est trop bien. Franchement, Diamant et Perle, j'ai pas un super souvenir du jeu, mais là le manga, il m'enjaille de ouf.
Et on finit avec le fleuve Shinano, donc la réédition intégrale, donc 700 pages. C'est de monsieur Kazuo Kamimura et Hideo Okazaki, donc les papas de Lady Snowblood dont j'ai parlé il y a déjà quasiment un an. En fait, ils font une réédition d'une de leurs œuvres tous les ans, Kana. Je pense que c'est leur trip. Et ça n'a rien à voir avec Lady Snowblood. C'est beaucoup plus social. On suit les aventures d'une jeune fille on va dire qu'elle est un tout petit peu nymphomane sur les bords. Voilà. Et on va la voir vivre dans ce monde japonais avant la Seconde Guerre mondiale. On est vraiment au début du XXe siècle. 1910, un truc comme ça. Et c'est pas facile pour elle. Il y a des scènes assez chaud quand même. Hein. Il y a des trucs, tu fais ah ouais, quand même, ça se rapproche un petit peu d'Ayako au début, mais en beaucoup plus trash vers la fin. C'est vraiment dur l'histoire de ce personnage-là dans le Fleuve Shinano. C'est une bonne série, mais pour un public averti. Hein. Ne pas ça à un gamin, il va mourir. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Avant de vous quitter, pensez à mettre plein de pouces bleus, partagez la vidéo et laissez des commentaires. Et surtout, en description de cette vidéo, vous trouverez des liens pour aller sur mon Facebook, mon Twitter et mon Discord. Allez, à plus tout le monde et continuez à lire des mangas.